Bonjour à tout le monde et bienvenue à cet épisode de Unmade in America. Aujourd'hui, on a décidé de répondre à certains commentaires sur les petites vidéos, les courtes qu'on publie à l'occasion comme ça. Et quand je dis on, là, c'est François Petitgros et moi-même. Salut François. Bonjour, Martin. Alors François, qui est caché dans l'ombre, il est vraiment très gêné, François. Fait que, évidemment, il s'est caché. Mais évidemment, François, qui est toujours là pour m'aider sur le plan technique et autres, va collaborer aujourd'hui pour différentes questions. On va d'ailleurs prendre l'habitude de faire ça un peu plus souvent à Unmade in America, c'est-à-dire réagir aux commentaires que vous laissez. Euh, Par ailleurs, j'aimerais vous indiquer ceci. Bon, il y a beaucoup de gens qui essaient de m'inviter à débattre contre des pro-Trump. Je voulais juste vous dire ceci. Je ne débat pas les pro-Trump et il y a une raison bien simple. C'est que la très vaste majorité d'entre eux ne sont pas capables de s'entendre sur la réalité fondamentale dans laquelle on vit. Alors, je veux juste pas perdre d'énergie ni de temps à débattre des gens qui ne s'entendent pas sur ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors, et j'entends par ce qui est vrai ce qui peut se mesurer. Là. Tu sais, ce que tu peux voir, puis mesurer, puis calculer. Là. C'est juste ça. Et quand on sera capable de trouver des pro-Trump qui sont quand même capables d'admettre que Joe Biden a gagné l'élection en 2020, là, on pourra peut-être débattre. Là. Ça, parmi tant d'autres choses. Des divergences de politique, j'ai pas de problème avec ça. Des divergences d'opinion, de point de vue, de gauche, de droite, même si je trouve ça limité seulement de parler de gauche et droite, j'ai aucun problème avec ça. Il y a des points de vue fort valables qui viennent de la droite, comme de la gauche, comme du centre. Mais quand on débat avec quelqu'un qui traite la politique comme quelqu'un traite le Canadien de Montréal ou une religion, il n'y a pas d'intérêt, puis on n'avance pas à débattre de ça. Cela étant dit, vous avez des réactions que j'adore sur la plupart des vidéos qu'on produit. Alors, il y a des gens qui sont très constructifs dans leurs commentaires, d'autres un peu moins, mais ça arrive. Hein, c'est pas uniforme, appelons ça comme ça. Mais enfin, ça va toujours nous faire plaisir de réagir à vos commentaires, puis on veut surtout prendre l'habitude de faire ça un peu plus souvent. François, on commence par quoi? On débute avec un extrait qu'on avait placé sur Facebook et sur les différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok et en format court sur la chaîne YouTube, où tu parlais de la pression, de la crise par rapport à Cuba. À ce durcissement des règles, à la fermeture économique. Et on a eu une réaction de quelqu'un qui s'appelle Michel Lemay, puis qui disait « Le problème de Cuba, c'est Castro et la suite ». Et il y a un autre, Martin Pouliot, d'ailleurs, qui réagissait en disant attends un peu que je te sorte l'extrait, là. On punit les Cubains. Alors, on voulait avoir ta réaction à ces propos-là. Bon, c'est deux commentaires qui sont très justes. Effectivement, le problème de Cuba, c'est dans la classe politique et aussi dû au fait de leur proximité des États-Unis. Maintenant, est-ce qu'on punit les Cubains? Ça aussi, c'est vrai dans les deux cas. Le problème, c'est que, encore une fois, il y a un parallèle à faire, comme je l'avais fait avec l'Iran d'ailleurs. Il y a une solution qui avait été trouvée, qui avait été développée par l'administration Obama, qui était celle euh, de ne pas être indifférent à Cuba. On avait même rouvert une ambassade à Cuba. On avait tenté de normaliser les choses. Et c'est une approche que les Américains ont réussi à beaucoup d'autres endroits, c'est-à-dire l'approche de la diplomatie par le commerce. On s'était dit, bon, écoutez, on n'est pas d'accord avec la classe politique, on n'est pas d'accord avec beaucoup de vos positions politiques, mais la bonne façon pour les Américains d'avoir de l'influence sur Cuba, c'est pas d'essayer de faire crever une population de gens qui sont déjà pauvres au départ depuis l'arrivée des Castro, en fait, de la famille Castro au pouvoir. Non. Ce que les Américains avaient tenté de faire, c'est de dire, écoutez, on va rouvrir certains pans de commerce, question de donner une certaine prospérité, et par cette prospérité-là, espérer pouvoir normaliser davantage les relations diplomatiques et économiques avec une île qui est à 90 000 au sud de Key West. Là. Alors, vous comprenez que l'approche de Trump, qui est celle de couper les vivres, enfin, c'est pas tout à fait vrai parce que maintenant, ils ont laissé passer, Trump a laissé passer un pétrolier russe pour aller approvisionner Cuba. Mais au-delà de ça, personne d'autre peut commercer avec. En tout cas,
il y a beaucoup de questions à se poser là. Pourquoi un pétrolier russe, comme par hasard? Mais anyway, n'embarquons pas ou ne plongeons pas dans le trou dans le trou du lapin. Là. On va se retrouver très loin sous terre. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que l'approche de euh, créer une disette, une quasi-famine à Cuba, de créer des conditions de vie intolérables à Cuba avec un blocus sur l'ensemble de leur importation énergétique et autres, à mon avis, ça me semble une tactique cruelle par rapport à l'approche qui avait été adoptée par l'administration Obama. Ce n'était pas une garantie de réussite, mais au moins, il y avait un effort qui était fait par une administration américaine pour essayer de calmer, pour tenter une détente des relations qui, à mon avis, avait beaucoup plus de chances de succès sur le long terme et avait surtout la possibilité de moins heurter la population de Cuba. Dans une deuxième réaction, la vidéo où tu racontes que Trump crée la crise et puis exige qu'on l'applaudisse pour la régler ensuite. Ah oui, le pompier pyromane, c'est comme ça que je l'avais appelé. Ouais, c'est À ça. l'heure et au jour où, à 20h ce Ouais. soir, Trump menace de ramener l'Iran à l'âge de pierre. Beaucoup de réactions sur ce vidéo-là. Entre Ouais. autres, M. Jocelyn Audet qui dit que tu l'as bien expliqué, qu'il prend le rôle de pompier qui met le feu pour ensuite l'éteindre. Il y a Yvon Simard aussi qui dit essayer de voir de la cohérence dans les agissements d'un incompétent atteint de démence, ça prend beaucoup d'imagination. Les gens sont très, très sévères et durs à l'endroit de Donald Trump. Un autre, certain Rock Gagné qui dit pas compliqué, fais-toi élire par des idiots et entoure-toi d'idiots, tu vas pouvoir faire et dire n'importe quoi, surtout si tu es riche en plus. Merci pour vos réactions. Je comprends pourquoi les gens qui nous regardent sont sévères à l'endroit de Trump. Puis, permettez-moi de dire ceci, là. Dans mon passé, qui n'a pas toujours été glorieux, j'ai, dans certains cas, il faut admettre, j'ai perdu mon autorité morale sur certaines choses, mais ça prend pas d'autorité morale pour reconnaître l'indécence d'une administration. Puis encore là, je tiens absolument à le mentionner, là. Je veux dire, je regarde et je suis la politique américaine depuis que Ronald Reagan était président, là. J'ai bien des choses à reprocher et à admirer dans chacune des présidences, là, à différents degrés, à différents niveaux. Il y a des administrations qui ont été formidables, mais qui ont connu leur degré d'insuccès aussi. Le problème de l'administration Trump, et c'est là une des raisons pour laquelle je vous comprends d'être sévère et que je persiste à être sévère sur cette administration-là, c'est qu'il n'y a rien de normal dans cette administration-là. Et le grand danger comme population canadienne et comme, j'allais dire comme personne intéressée à la politique américaine, mais plus globalement, comme citoyen canadien, c'est de normaliser ce qui se passe aux États-Unis parce que le danger, c'est qu'un jour arrive quelqu'un qui veuille émuler ça au Canada, émuler ça au Québec, émuler ça partout ailleurs en Occident et que le fait qu'on ait eu ça dans les oreilles pendant près de... Ben, en fait, maintenant, ça fait plus d'une décennie qu'on normalise ça. Alors, oui, on va être sévère et je vais continuer de l'être. Et je suis très content de voir qu'il y a des gens qui nous regardent, qui sont extrêmement sévères envers l'administration Trump parce qu'il ne faut rien normaliser de ça. Maintenant, est-ce que ce sont tous des idiots qui ont voté pour Trump? La réponse, c'est non. La réponse, c'est que Trump est arrivé avec un message que les démocrates n'ont pas été capables de bien circonscrire. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui vit en Ohio, qui a vu les 25 dernières années vider l'économie de proximité du village ou de la petite ville dans laquelle il vit. Et la seule personne qui lui parle en 2016, la seule personne qui tente de lui parler en 2024 en lui disant « ça te coûte cher manger, ça te coûte cher de mettre de l'essence dans ton automobile, dans ton camion, l'inflation n'a pas de bon sens, tu n'as pas d'emploi, moi, je t'entends. » C'est pas un message qui s'adresse à des cons, c'est un message qui s'adresse à des électeurs qui ont été oubliés par toute une classe politique. Il faut dire,
à la fois démocrate et républicain. Mais Donald Trump, le talent qu'il a eu, ça a été de reconnaître le désespoir d'une tranche de l'électorat qui était complètement oubliée. Et en 2024, il a repris la même formule, mais il s'est surtout penché sur l'inflation puis le coût de l'épicerie. Et c'est ça qui l'a fait gagner. Puis entre vous et moi, là, on peut parler du sexe des anges toute la journée, mais la réalité, c'est que votre épicerie puis votre niveau d'impôt, même si là-dessus, je pourrais avoir une longue discussion, là, mais c'est ce qu'on regarde. On regarde ce qui nous reste dans nos poches. Euh, je, J'apporterai peut-être la petite variante suivante, là, puis on va en parler dans une autre des questions qui s'en vient, mais il ne faut pas simplement, par contre, s'attarder à notre rôle de contribuable. Je développerai là-dessus tout à l'heure. Donald Trump ne s'est pas fait élire par des cons, mais il s'est certainement entouré de personnes complètement sordides, du moins en 2024. En 2016, au moins, il y avait quelques personnes avec des compétences qui réussissaient à le freiner un peu. Dans une autre vidéo, tu demandais aux Québécois, Québécoises qui sont pro-Trump sur quelle base repose cette affiliation. Oh Euh, shit, ouais. on a posté une vidéo sur le sujet. C'est notre vidéo qui a fait le plus réagir, au-dessus de 300 commentaires. Pas surpris, outre Et mesure. il y a des commentaires très pertinents Ouais. là-dessus, et il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Entre autres, Michel Tardy qui dit « Tu dois être vacciné 6-7 fois et c'est très triste. » Alors, je pense que ça, c'est une question qu'on se doit absolument de clarifier, Martin. OK. Oui, je suis vacciné, puis probablement plus souvent qu'autrement. Merci, Michel. Michel, je vous connais pas, mais vous êtes la preuve qu'il y a un dommage qui a été causé par Internet. Le problème d'Internet, il est là, c'est que la démocratisation de l'opinion, ça a fait en sorte que, c'est très paradoxal que je me serve d'Internet pour répondre à ça, mais c'est pas grave. La démocratisation de l'opinion qui est arrivée avec les réseaux sociaux, ça a donné l'apparence que toutes les opinions se valent, que la personne qui a jamais lu quoi que ce soit d'autre qu'un côté de boîte de céréales puis les scores de baseball dans le Journal de Québec, son opinion vaut la même chose que les gens qui ont longuement étudié sur un sujet et qui ont une expertise sur des sujets. Le dossier des vaccins, c'est comme ceux qui doutent qu'on a été sur la Lune, c'est comme, je sais plus, tu sais, la conspiration sur l'assassinat de Kennedy. Là. Regardez, mettez ça tout dans le même panier. Là. C'est... Je ne reviendrai pas là, sur Andrew Wakefield, sur l'article qui a été publié en 1997, qui a été démonté par à peu près tout ce qu'il y a de scientifique. Euh, la réalité, là, regardez, elle n'est pas compliquée. Sur les vaccins, là, bon, on doute, il y a encore des doutes là, sur l'origine exacte de l'être humain. Là, on se dit entre 600 000 ans ou 200 000 ans. Mettons qu'on met ça au mieux, là, 200 000 ans. Okay? Ça fait 200 000 ans qu'il existe une forme de vie sur la Terre qui s'apparente aux êtres humains. De moins 200 000 jusqu'à à peu près 1830 à peu près. L'espérance de vie reste 30 ans à peu près. Mortalité infantile, 50 %. Je veux dire, c'est horrible comme condition d'existence. De 1830 à 1850-60, là, vous avez peut-être un gain de 5 années là, dans l'espérance de vie. Commencent à sortir les premières règles d'hygiène, se laver les mains, des choses comme ça. Et là se développent les thèses sur la théorie des germes. Arrive Louis Pasteur, arrive la normalisation dans les laboratoires des microscopes. On en trouve de plus en plus. Et là se développent les premières tentatives de régler la problématique des germes, des bactéries, puis plus tard des virus. Et là, à partir de 1930, à peu près, l'espérance de vie augmente et aujourd'hui, on a en quelques années, là, en à peu près 200 ans, si on calcule en tournant les coins ronds, là, en 200 ans, on a réalisé ce qu'on n'a pas été capable de faire en 200 000 ans, c'est-à-dire doubler l'espérance de vie. Puis là-dedans, il y a toutes les recherches, notamment sur les vaccins. Les statistiques là, sont
même pas comparable. Ce qu'on a réglé en termes de mortalité infantile, de gens qui souffraient, qui étaient défigurés, qui étaient, je veux dire, handicapés à vie par la poliomyélite, là. Aujourd'hui, là, c'est un luxe d'être anti-vax parce qu'on n'a plus en tête les désastres qui étaient causés par le fait de ne pas être vacciné. Et non seulement ça, mais regardez aux États-Unis, en Georgie, regardez en Alberta, les communautés qui ne se vaccinent pas et soudainement, on voit de la rougeole, de la rubéole ressortir. Je veux dire, il y a une raison, c'est parce que les vaccins marchent. Puis peut-être que je suis mentalement affecté, ça sera à François de le déterminer. Il y a d'autres commentaires qui sont un Oui. petit peu plus pertinents que celui de Michel, entre autres celui d'Alexandre Saint-Jean qui dit « Il nettoie son pays, regarde le Canada bientôt communiste, les médias contrôlés par la politique. » Et il y a aussi Carole Paquette qui dit un peu plus bas « Il a enlevé l'impôt sur le temps supplémentaire, sur les pourboires interdits, changement de sexe avant 18 ans, enlevé l'impôt sur les successions, interdit les drag queens dans les écoles et j'en passe. » Et c'est considéré évidemment ces gestes-là, ces actions-là qui ont été posées par Donald Trump comme étant positifs du côté de Carole. Oui, bon, Carole, la plupart des gestes qu'il a posés sur le plan de la fiscalité touchent d'abord et avant tout les gens qui, comme lui, sont milliardaires. C'est vrai qu'il y a eu des gestes qui ont été posés, exemple, enlever l'impôt sur les pourboires. Le problème, c'est que le bureau congressionnel du budget ne sait pas où ils vont prendre l'argent pour pouvoir financer ces baisses d'impôts-là. Je veux dire, c'est pas une mauvaise idée en soi. Puis, je reviens sur le concept dont je parlais tout à l'heure. Le, le problème, c'est qu'il ne faut pas se voir comme étant seulement des contribuables dans la vie. Et j'insiste là-dessus. Être un contribuable, c'est un sous-ensemble de quelque chose d'un peu plus gros qui s'appelle être citoyen. Avant d'être un contribuable, tu es d'abord et avant tout un citoyen. Ça veut dire une gang qui adopte des lois puis des mesures pour pouvoir bien vivre ensemble. Puis ça, il y a des choses qui coûtent de l'argent là-dedans. Fait que comme citoyen, on se dit aussi, en passant, ça nous prend un petit pot commun pour pouvoir régler des affaires. OK? C'est important de l'établir. Pas qu'on le sait tous qu'on paye des impôts, je vous apprends rien. Mais des fois, puis ça, c'est le problème de la droite au Québec puis aux États-Unis, c'est qu'à force de nous parler de compte de taxes, on nous a fait oublier que d'abord et avant tout, on est citoyen d'un pays. Alors, tout ça pour dire. Alors, Carole, pour ça, je vous dirais, écoutez, oui, Trump a essayé de faire quelques bonnes choses, mais dans l'esprit d'un républicain, faire des bonnes choses, c'est couper des taxes. On est tous d'accord. C'est tough payer des taxes, surtout qu'on est autour du moment où il faut payer nos impôts. Là, je veux dire, il y a des grincements dedans, moi le premier. En fait, j'ai été obligé de me faire poser un partiel à cause de ça. Mais tout ça pour dire, la chose que je déteste le plus, c'est les termes grossiers avec lesquels on décrit l'immigration. Il fait le ménage de quoi exactement? Je veux dire, essayez de prendre un pas de recul là, et regardez ce qui se passe. La véritable histoire, c'est pas Trump qui fait des déportations de gens avec des dossiers criminels longs comme le bras. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'ils sont en train de tasser tout ce qu'il y a de brun aux États-Unis. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on est en train de tasser sans discriminer tout ce qui n'est pas blanc homogène. Et vous êtes d'accord avec ça? Vous trouvez que c'est acceptable? Bien, j'ai peut-être pas d'autorité morale, comme je le disais tantôt, mais pour moi, c'est une atteinte à ce qu'il y a de plus humain chez moi. Je ne suis pas capable de comprendre comment quelqu'un peut trouver ça acceptable. Ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe ici aussi. On entend de plus en plus des discours extrêmement sévères à l'égard des immigrants. Et je suis d'accord pour qu'il y ait des règles sévères face à l'immigration au Canada. Ça en prend des règles. Puis on n'a pas une capacité d'absorption illimitée d'immigrants. Mais par contre, on devrait travailler pour avoir une meilleure capacité d'absorption. La réalité, c'est que tout le monde va y gagner. On a le droit d'être critique par rapport à quel genre d'immigration on choisit d'accepter au Canada. Mais je pense qu'on bénéficie grandement de la diversité des cultures et aussi de l'arrivée de gens qui vont travailler, qui vont avoir des enfants, qui vont acheter, qui vont
consommer, qui vont aider les business, qui vont contribuer à l'assiette fiscale, puis qui vont prendre des jobs où il n'y a personne pour prendre la relève en ce moment. Alors, l'immigration, je suis d'accord pour qu'il y ait des règles strictes. Je ne suis pas d'accord pour qu'on fasse comme Trump fait en ce moment, c'est-à-dire de passer le grader dans les rues des grandes villes puis de ramasser tout ce qu'il y a de brun sans discrimination. On avait publié le 31 mars dernier comment l'ère Trump a transformé l'éducation et contourné les contre-pouvoirs. L'extrait revenait sur la manière dont Trump a contourné le Congrès et certaines dispositions constitutionnelles en invoquant la sécurité nationale. On pourrait parler aussi évidemment des décrets, là. Mais dans les commentaires que j'ai retenus sur cette publication-là, il y a celle de M. Yvon Simard qui dit « Trump est la meilleure chose qui pouvait arriver aux États-Unis quand on choisit un président. Il est l'archétype du pire choix de leader possible. Il a réussi à semer le chaos dans son pays en divisant les Américains, mais ce n'était pas suffisant. Il a réussi à passer à la vitesse supérieure en semant le chaos sur la planète en attaquant l'Iran au Moyen-Orient, ce qui a déstabilisé la libre circulation du pétrole. Personne d'autre que lui n'aurait réussi ça dans un si court laps de temps. Il y a d'autres commentaires un peu plus bas aussi, celui d'André Desmarais qui dit qu'il avait mentionné, qu'il avait dit, Donald, qu'il serait dictateur le premier jour de son élection. Ouais. Beaucoup de choses là-dedans. D'abord, je ne peux pas ajouter, c'est effectivement ça, c'est le pire des choix que les Américains ont fait et ils en payent le prix. Puis éventuellement, il y aura quelque part une leçon que l'histoire, en tout cas, je vous le dis, là, l'histoire va être extrêmement, extrêmement sévère sur la présidence de Donald Trump, spécialement sur son deuxième mandat. J'espère que les Américains vont tirer les bonnes leçons de ça. J'espère aussi que les Américains, en fait, seront traumatisés à un point où ils ne commettront pas la même gaffe, c'est-à-dire d'élire quelqu'un d'aussi anormal pour être président. Cela étant dit, je reviens quand même au fait que les démocrates n'ont pas su saisir la balle au bon. Et encore aujourd'hui, on dirait qu'ils sont tout mélangés dans les messages qu'ils devraient lancer aux Américains. Et là-dessus, on en fera une vidéo. Là. Je veux revenir sur la tactique que devraient adopter les démocrates en ce moment, surtout qu'on est à quelques mois des élections de mi-mandat. Et on dirait qu'il n'y a encore aucune stratégie sur le message à adopter. Le message à adopter, c'est plus que nous ne sommes pas Trump. C'est Trump est la personne responsable de votre facture d'épicerie, votre facture d'essence, puis aussi de la crainte que beaucoup d'entre vous avez à sortir de chez vous. Vous ne pouvez pas trouver ça normal. Ça aussi avec un message sur l'enrichissement personnel. C'est de la fraude à ciel ouvert, cette administration-là. Il y a deux messages sur lesquels les démocrates devraient frapper et c'est ça. On ne sent pas ça dans les messages. Mais je développerai ça dans une autre vidéo. De là à dire, est-ce qu'on peut arrêter de commercer avec les Américains? Ma réponse, c'est non. Et ça va boucler la boucle par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Cette vidéo-là, on l'avait publiée le 24 mars. Trump minimise la guerre qu'il a déclenchée. L'extrait là, montre un Trump qui parle du conflit Iran-Israël comme si la victoire était acquise malgré l'incapacité à sécuriser le détroit d'Ormuz et l'absence de soutien, entre autres, de l'Europe. Et le commentaire que j'ai retenu, c'est celui de Pat Gauthier qui dit « C'est bizarre que tous les Iraniens sont très heureux. » Aïe, aïe. Alors, peut-être qu'on peut réagir à ces propos-là. Est-ce que les Iraniens sont vraiment heureux de ce qu'ils vivent présentement? Les Iraniens vivent depuis des décennies sous le joug d'une théocratie hybride avec à la fois des personnages cléricaux, à la fois des personnages venant de l'armée, une base de fonctionnaires, tout le monde corrompu, enfin, énormément de corruption là-dedans. Alors, tout le monde tire la couverte de son bord pour maintenir une population de 93 millions de personnes sous contrôle. Et je suis convaincu qu'avant les frappes américaines, effectivement, les Iraniens souhaitaient voir le renversement de ce régime-là.
Et encore aujourd'hui, les Iraniens souhaitent voir le renversement du régime. Le problème, c'est que c'est pas ça qui est en train de se passer. Il y a des gens dans le régime qui ont été assassinés, mais pour renverser un régime, ça ne se fait pas du haut des airs. Le problème, en bombardant tout le monde, puis en faisant ce que Trump menace de faire ce soir, c'est-à-dire de bombarder des ponts, bombarder des infrastructures énergétiques, il va faire souffrir la population iranienne. Et contrairement à ce que à la réaction comment s'appelle Patrick, c'est ça? Oui. Patrick, les Iraniens ne sont pas heureux puis ils dansent pas dans les rues, là. En fait, c'est très dur d'avoir des réactions venant de l'Iran parce que c'est un pays qui contrôle énormément l'accès à Internet, les entrées des journalistes sur son territoire. Il y a la BBC qui a réussi à joindre des Iraniens et c'est pas du tout le son de cloche qu'on a. D'ailleurs, dans un article de la BBC que je vous montre à l'instant, euh, il y a eu des réactions d'une jeune Iranienne dont l'identité est maintenue privée parce que, évidemment, dès que tu parles aux journalistes, dès que tu montres un signe de dissidence, tu te fais enfermer quand tu ne te fais pas carrément assassiner par l'État. Euh, les réactions qu'ils ont, c'est on est en pleine crise, ça fait des mois qu'on est en crise, on n'est plus capable de se payer quoi que ce soit, ça va de mal en pis. Et la citation que j'ai retenue de cet article-là, qui dit carrément, on n'a même pas assez d'argent. L'argent qu'on a dans nos poches correspond même pas au prix qui nous sont demandés pour les denrées en ce moment. Il y a de la souffrance. Elle dit elle-même ne pas être capable d'en dormir le soir, qu'elle en fait de l'anxiété. Dans un autre article, il y a une femme qui raconte qu'elle est tellement craintive de perdre l'eau potable qu'elle remplit tout ce qu'elle a comme bouteille d'eau. La crainte s'est installée parce que les bombardements ne touchent pas seulement, malgré ce que les Américains disent, ne touchent pas seulement aux infrastructures publiques, en fait, au gouvernement ou à l'armée iranienne. Puis encore une fois, voici un cas où c'est la population qui souffre. Et Martin, si tu veux, pour terminer, ben, je t'invite à nous montrer ton chandail que tu as aujourd'hui. Make America Sane Again. Ça va des deux bords, soit dit en passant. C'est pas partisan, ça. Là. Éventuellement, on aimerait pouvoir vous offrir une boutique en ligne avec ce genre d'article disponible. Merci à tout le monde d'avoir été là. Vous avez le droit de partager. Surtout, abonnez-vous si vous regardez, si vous aimez ce genre de contenu et continuez de réagir, de donner vos commentaires. Ça nous fera toujours plaisir de réagir.